Merci à vous d'être avec nous également sur scène. Donc un panel sur le lien entre le fonds, les dirigeants. Alors finalement, c'est peut-être le panel sur ce qu'est le LBO dans son essence, une alliance. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir Caroline Lan à côté de moi. Caroline, vous êtes aujourd'hui associée du cabinet Gide Loirette Noël. Ça va aller mieux, c'est le masque. À ce titre, vous accompagnez également Jean-François Louis, un très beau binôme que je vous invite tous à utiliser au maximum. Et en tout cas, on en a un sur scène, mais vous accompagnez les équipes dirigeantes dans toutes leurs opérations, du M&A, IPO et les LBO, avec quelques petits sujets de gouvernance, de manpack et autres. Enfin, de très bons conseils. Et donc, sur scène, Stéphane Vidal, mais on va revenir à lui juste après, que vous avez également accompagné. Thomas Boulman. Thomas, vous êtes associé chez LBO France, donc un investisseur, en charge des LBO Mid-Cap. Vous aussi, vous pouvez vous prévaloir d'un peu plus de 20 ans dans votre maison, une maison qui vous a permis d'accompagner des entreprises comme Chryso, Materne ou encore Convertim. Stéphane Vidal. Stéphane, vous êtes le dirigeant du groupe Primonial. Parcours de consultant, tout début, chez EY, avant de rejoindre les entreprises. Alors, des entreprises, le Club Med, une des filiales de Nexity, et enfin, le groupe Primonial depuis 2017, si ma mémoire est bonne, que 2012, encore plus loin. Donc, un groupe que vous avez profondément transformé avec l'appui de quelques fonds et d'une équipe de dirigeants, en tout cas à la hauteur. Olivier Barré. Olivier, vous êtes managing partner de Sycomore Corporate Finance, une banque d'affaires que vous avez cofondée avec Pierre-Arnaud de la Charrière et François Vigne. Un parcours au tout début donc de banque d'affaires également, JP Morgan, Morgan Stanley, Crédit Suisse. Donc avant de créer Sycomore, et Sycomore, ça accompagne des entreprises, mais également des dirigeants tout au long de leur parcours. Et enfin, Jean-Bernard Meury. Jean-Bernard, merci d'être avec nous. Vous êtes président d'Initiative et Finances. Maison historique, historique de la maison, j'ai envie de dire. Également, un peu plus d'une bonne vingtaine d'années au sein d'Initiative et Finances, une maison à laquelle vous êtes intimement lié et que vous transformez également aujourd'hui avec le lancement de nouveaux véhicules, notamment Tomorrow qui se lance dans le growth. Alors, on parlait alliance entre le sponsor, en d'autres termes le fonds, et une équipe de dirigeants. Qu'est-ce qui fait peut-être déjà qu'une équipe de dirigeants ait envie d'avoir un fonds à ses côtés? Jean-Bernard, peut-être pour commencer. Oui, alors déjà, je pensais dire en introduction que le sujet là, du jour est tout sauf théorique, puisque beaucoup de dirigeants, justement, ont des réticences encore à ouvrir leur capital. Ils ont peur d'une intrusion de la part du fonds, d'une perte d'autonomie, d'un désalignement d'intérêts, etc. Et donc, il y a un travail de pédagogie qui a été entrepris depuis très longtemps par la profession. Aujourd'hui, les obligations relance visent à réconcilier parfois des entreprises qui ne veulent pas ouvrir leur capital en offrant un accès urgent. Donc voilà, je voulais dire que déjà, c'est un sujet vraiment d'actualité, de faire face à ces réticences de certains managers, peut-être parce qu'ils ont entendu parler de mauvaises expériences ou par méconnaissance de ce qu'offre le private equity. Mais il y a déjà un obstacle à lever, à mon avis. Alors je dois dire que, vous avez raison, mais mon expérience, c'est que j'ai beaucoup de managers qui sont ravis d'être avec des fonds. Oui, ça, c'est pas incompatible, bien sûr. Parce que, en fait, en réalité, pour un fonds, souvent, et en tout cas c'est notre cas, on achète tout autant, on achète une société, mais on achète aussi en réalité un business plan, une stratégie qui est portée par un management. Et évidemment, pour nous, l'essentiel, c'est de faire en sorte que les intérêts soient alignés entre le management au sens large et l'investisseur actionnaire. Et donc, c'est bien la raison pour laquelle on privilégie l'accès du management au capital à nos côtés, afin d'être certain que, je dirais, il n'y ait pas de mismatch entre les intérêts du management d'un côté et les intérêts de l'actionnaire de l'autre. En général, c'est une
enfin en tout cas c'est ce qu'on a fait. C'est une stratégie gagnant-gagnant parce que les intérêts sont liés, évidemment via la mise en place d'un management package qui fait que si le fonds est content, en général le management est content. Et d'ailleurs, si on interrogeait des managers qui sont passés par le private equity, je pense qu'une très grande majorité d'entre eux plébisciteraient l'apport des fonds dans leur accompagnement. Ouais, et non seulement, pardon, je me permets de compléter, non seulement en termes je dirais, de gains capitalistiques, mais aussi parce que ça libère les énergies au sein d'une société. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Le fait de se sentir actionnaire fait que le management, à tous les niveaux, jusque dans des cadres intermédiaires, le management... il y a vraiment l'expression libérer les énergies, c'est exactement ça, c'est-à-dire s'approprie la société, s'approprie la stratégie, et on se rend compte que tout d'un coup, tout roule mieux, tout va vers l'avant, de manière assez naturelle. Olivier. J'allais justement abonder dans ce sens-là, parce qu'il y a des différences à faire entre les LBO primaires, donc les sociétés qui n'ont jamais été sous LBO, et les carve-out qu'on peut voir. Et effectivement, lorsqu'on sort ces sociétés de corporate ou autres, et qu'on met en place des packages, qu'on met en place un accompagnement avec les fonds, ce qu'on voit, c'est vraiment une appropriation, comme le disait Thomas, de la société. Et encore une fois, sur la question initiale qui était pourquoi alliance avec les fonds, en général, ça répond à des objectifs de transmission, des objectifs d'acquisition, de développement, de phase de développement de la société. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsque c'est du primaire et que les gens ne connaissent pas, ils ont un a priori, effectivement, qui peut être un petit peu anxiogène. Mais pour toutes les sociétés sous LBO, il y a un énorme marché de LBO, qu'il soit secondaire, tertiaire, quaternaire ou autre. On commence à avoir des managements qui sont très seasoned. Je pense que j'en ai un ici à côté de moi, en termes de LBO et de connaissance des différents fonds. Puisque là, c'est vraiment la recherche d'un partenaire qui s'inscrit dans une phase, entre guillemets, de la société, de façon comptée dans le temps, pour un certain nombre de fonds. Là, je parle des closed funds. Et on a vu récemment aussi une évolution pour rester un peu plus dans la durée avec des managements que les gens ont dénichés et où ça se passe très bien, pour effectivement avoir des continuation funds et des stratégies plus d'open fund où les fonds peuvent rester plus longtemps. Voilà, je pense que ça, c'est une tendance de fond qu'on est en train de voir en ce moment. Et juste, je rajouterai de notre côté le point de vue du conseil. Ce qu'on constate souvent, c'est que le modèle du LBO est effectivement assez vertueux. Souvent on se dit que les managements sont vraiment épanouis dans ce modèle-là et c'est un bon équilibre, l'équilibre tant du point de vue de la gouvernance. Le management est vraiment aux manettes et a une relation avec son investisseur financier qui est assez saine et assez équilibrée. Et puis par ailleurs, c'est vrai que le modèle du LBO qui permet au management d'être actionnaire aux côtés de son actionnaire majoritaire est assez vertueux en termes d'alignement d'intérêts et ça permet à chacun d'être assez équilibré dans ses positions, dans ses réflexions sur le devenir du groupe et en faisant effectivement la part des choses entre l'intérêt d'actionnaire, l'intérêt du management, l'intérêt de la société. Donc c'est vrai que nous, de notre point de vue, on conseille des dirigeants dans beaucoup de contextes, que ce soit des contextes cotés, familiaux ou dans un contexte LBO. Et souvent, la réflexion qu'on se fait, c'est que le LBO, c'est assez performant. C'est assez performant pour quand le management a effectivement un bon partenariat avec ses fonds. En fait, si on regarde les ingrédients d'une alliance performante, fructueuse, réussie, il y a un sujet de gouvernance qui est évident, qu'on pourra développer. Il y a un sujet d'alignement d'intérêts, il y a un sujet d'apport du fonds, et il y a des sujets qui tournent autour de la sortie, qui est un enjeu majeur pour tout le monde, et notamment particulièrement pour le fonds. Et en fait, sur ces sujets, je pense que une erreur serait de considérer tout le capital d'investissement comme homogène. Il y a autant de diversité d'entreprises, de managers, de cultures d'entreprises qu'il peut y avoir, de façon un peu plus atténuée, de divergences culturelles ou de fonctionnement au sein des fonds, entre de venture, de small cap, le mid, le large, etc. Et même au sein d'une famille donnée, il y a des pratiques qui peuvent être différentes. Et je pense que c'est important de clarifier dès le départ cette relation. Notamment, c'est la vertu du pacte, de poser sur la table beaucoup de sujets, d'apprendre à se connaître, de savoir quels sont les objectifs de chacun, les contraintes, comment les traiter. Quand ça se passe bien, le pacte, ensuite, il est mis dans un tiroir et on le ressort 6 mois avant la sortie pour ne pas rater d'étape. Mais en fait, il est très pédagogique parce qu'il permet de poser tous les enjeux, tous les sujets et de vérifier si on se comprend.
Et à ce titre, je ne pourrais qu'inciter des managers en fait, à se renseigner avant de s'allier avec un fonds, à se renseigner, à prendre des références, à interroger des managers qui ont eu ce fonds au capital, savoir comment ça se passe, quel est le niveau d'interaction, d'apport, d'intrusion, d'équilibre de la gouvernance, d'approche des problèmes, des situations, de crise ou autres. Voilà, vraiment d'essayer en fait, il faut trouver chaussure à son pied, quoi. Il faut assortir le fonds, un des fonds, il n'y en a pas qu'un seul, bien sûr, un des fonds les plus adaptés à la problématique posée et à l'entreprise. D'ailleurs, Stéphane, vous avez fait comment? Alors, premièrement, les fonds, c'est comme les entrepreneurs, les entreprises, c'est comme les chasseurs, il y a les bons et les moins bons. Et à l'intérieur des fonds, c'est comme les entrepreneurs et les chasseurs, il y a des bons et des moins bons. C'est une vie ensemble. On passe notre vie ensemble. Donc, je suis d'accord, on a besoin d'avoir un fit. Nous, quand on a fait rentrer à l'époque Bridgepoint en 2017, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai un ami de longue date qui était détenu par Bridgepoint. Et donc, je me souviens, le 11 novembre 2016, on a passé 1h30. Et comment ça se passe quand ça va bien, et comment ça se passe quand ça va pas bien, comment ils se comportent, etc. Et nous, on était en finale sur 2. J'ai raccroché, j'ai dit ça sera Bridgepoint. Alors, je ne vais pas faire de pub pour Bridgepoint, hein, mais il s'avère que ça a été. Donc voilà, donc déjà, il y a une première chose, c'est la qualité du fonds, parce que notamment par rapport à la signature, sur la relation bancaire, la relation avec les fonds de dette, c'est important, mais surtout, c'est la qualité des gens qui gèrent la participation et qui doivent, même s'ils ne sont pas des spécialistes de nos métiers, et c'est ce qui nous sauve un peu d'ailleurs, ce qui permet qu'ils nous laissent un peu tranquilles, ça doit être des gens qui s'intéressent au métier. Moi, je me souviens moi j'ai aussi Latour au Capital jusqu'en février. Latour, c'est leur spécialité. Nous, ce qu'on fait, c'est pas leur spécialité. Sauf qu'on a voulu lancer quelque chose sur le digital. Chez Latour, il y a le fondateur de Caradisiac et le fondateur du Bon Coin. C'est les patrons. Ils m'ont retourné une réunion en 10 minutes où mes équipes me disaient c'est comme ça qu'il faut faire. Ils m'ont dit alors tu vas multiplier par 12 et puis par 4 les montants qu'ils donnent et peut-être que tu arriveras à la moitié. Donc ça, c'est des apports techniques qui sont en dehors de nos métiers, mais qui sont hyper importants pour nous. Voilà. Donc après, si même on remonte un petit peu en avant, puis je vous laisse la parole, mais pourquoi on fait venir un fonds ? On ne décide pas comme ça. C'est stratégiquement, qu'est-ce qu'on veut faire ? Nous, on a fait rentrer des fonds quand on s'est dit, notre stratégie en 2016, c'est la croissance externe. Et dans ces cas-là, le fonds est parfaitement adapté à cette stratégie parce qu'ils vont nous aider à structurer notre dette, à structurer la relation avec les fonds de dette, par exemple, alors que ce n'est pas notre habitude. Voilà. Et puis, pourtant, je ne vais pas faire la conclusion, mais je suis le premier à en sortir dans mon secteur d'activité. Moi, en février, j'en sors des fonds. Donc, parce que je pense que le capital développement est une phase de l'entreprise. Mais par contre, il faut que ça se passe bien pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Alors c'est vrai que c'est assez rigolo parce que j'avais fait un stage dans le marketing quand j'étais étudiant. Et ma chef de produit m'avait dit, tu sais Thomas, le marketing, tout le monde pense que c'est humain et intuitif. En fait, pas du tout, c'est que du chiffre. Alors j'avais été un peu estomaqué et elle avait raison. Et je peux vous dire qu'après 20 ans de finance, je pense que je pourrais retourner l'argument et symétriquement dire la finance, c'est pas du tout du chiffre en fait, c'est essentiellement de l'humain. C'est très vrai. Je disais tout à l'heure qu'on achète autant un management qu'une entreprise. Et en fait, en réalité, l'aspect humain est fondamental parce que on ne peut pas acheter une entreprise sans discuter avec son patron, avec ses principaux cadres. Et dans les réunions mensuelles qu'on fait, il y a tout un tas de signaux faibles, on peut appeler ça comme ça, mais en réalité d'interactions humaines qui fait qu'on a confiance, moins confiance, qu'on échange. Voilà. Donc, par exemple, nous, pour acheter une société, il faut qu'on ait confiance dans le management. Ça nous semblerait totalement ubuesque d'acheter une société en nous disant non, on n'a pas confiance dans le management, c'est pas possible. Et ça, c'est de l'humain, en fait, c'est de la patte humaine. Et ensuite, quand tout se passe bien, à la limite, il n'y a pas de sujet. Quand les performances ne sont pas là, c'est là où, je dirais, les interactions humaines sont fondamentales. Il faut une confiance mutuelle, il faut que le manager ne soit pas déstabilisé, ne se sente pas en danger, etc. Parce qu'il faut qu'il ait confiance dans ce qu'il fait et qu'il soit bien pour le faire. Il faut aussi qu'il puisse échanger avec le fond. Un manager, un patron, c'est quelqu'un qui doute, et c'est normal, parce que c'est lui qui prend les décisions. Et je dirais que le fond a un rôle de sparring partner
C'est-à-dire que les réunions servent aussi aux dirigeants à tester, pas à demander, c'est pas tout à fait le bon terme, mais à tester ses idées, à faire part de ses doutes. Et je pense que l'échange humain avec le fonds, à mon avis, est fondamental. Caroline. Oui, alors nous, en tant que conseil, c'est vrai qu'on ne voit pas toutes les étapes d'échange avec les fonds, mais c'est vrai qu'au moment de la signature de l'opération, on est très impliqué et très à l'écoute. Et c'est effectivement important, nous, en tant que conseil, qu'on sache bien évidemment faire la pédagogie avec nos dirigeants pour leur expliquer le contexte, les différents fonds, les différentes options à prendre dans le cadre du contrat, mais aussi d'être à l'écoute des fonds. Et ça, c'est très important. Et le fait d'avoir des réunions, on le disait encore ce matin avec Stéphane, les réunions avec le management, le fonds, les conseils, pour que tout le monde puisse s'écouter et dire de façon assez transparente quelles sont les inquiétudes des uns et des autres, quels sont les points morts, les lignes jaunes des uns et des autres. C'est comme ça qu'on peut, nous, en tant que conseil, construire un bon partenariat, rédiger de la bonne documentation. Et pour ajouter aussi en tant que conseil, nous, ce qu'on voit effectivement, la période de fiançailles entre guillemets entre les fonds et les sociétés, elle est toujours positive et toujours bienveillante. Nous, ce qu'on voit en termes de cristallisation d'agenda un peu différent, c'est au niveau de la sortie. Alors, je sais que c'est encadré dans les packs, dans le shareholder agreement, etc., mais on voit des process de temps en temps où effectivement le fonds est beaucoup plus à la manœuvre que potentiellement le management aurait pu le penser, indépendamment de ce qui est écrit d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a pu voir dans les dernières années qui a pu cristalliser des différends, c'est-à-dire des sorties par le haut qui n'étaient pas prévues dans le pacte, des sorties proportionnelles aux minoritaires qui n'étaient pas prévues en termes de cristallisation de package ou autre. Donc maintenant, c'est moins le cas. Mais il y a eu toute une période où c'était un peu plus, entre guillemets, compliqué sur ces sujets-là. Et encore aujourd'hui, dans le marché actuel qui est quand même très bon, où les gens peuvent aller chercher des valorisations très élevées, on a un moment donné où le management qui réinvestit, donc qui est acheteur-vendeur, ou qui est vendeur-acheteur de sa société, il y a un moment donné, on peut le voir décrocher un peu en termes de valorisation, parce que la valo est très très importante et peut-être plus élevée que ce que les gens pouvaient penser. Et là, on a un petit sujet de est-ce que je réinvestis et de la même façon et dans des valos très élevés. Donc voilà, c'est le petit désalignement qu'on voit en ce moment qui est porté un peu par le marché, je trouve. Ça, c'est dû à quoi? C'est conséquence du Covid, marché compliqué, ou est-ce que c'est une question de pratique? Abondance de cash, abondance de dette, valorisation très élevée, et les gens qui se reportent sur un nombre d'actifs qui sont des actifs de qualité, où voilà, les gens préfèrent surpayer un actif de qualité, et sur la durée, ils auront probablement raison. Stéphane, la position du dirigeant face à ça, ou avec ça? Je ne sais pas, parce que chaque solution, enfin, chaque situation est différente, mais nous, on a fait rentrer un fonds en 2017, on a refait un tour de table en 2019 et on en refait en 2021. Et à chaque fois, c'est nous qui avons porté le sujet, mais parce qu'on s'est aperçu. Parce qu'encore une fois, l'actionnariat doit être au service de la stratégie de l'entreprise. Et donc, quand en 2019, je sens que j'ai un des actionnaires qui va avoir des problèmes d'organisation, pas un fonds, qui va avoir un problème d'organisation interne, etc., et que ça va potentiellement me limiter dans les décisions dans les 2 ans qui viennent, il faut que je tourne. Voilà, et quand j'en parle au fond, ils sont évidemment d'accord avec nous, etc., et on fait une opération. Donc voilà, après, sur les niveaux de valo, oui, alors nous, dans le métier de la finance, donc tout est cher aujourd'hui, puisqu'il y a en effet beaucoup de liquidités, et donc quand il y a beaucoup de liquidités, les prix montent, c'est évident. Donc c'est aussi le cas dans le private equity. Nous, si je ne parle pas par le haut, mais par le bas, nous aujourd'hui, dans nos croissances externes, on est presque en train de se dire, on va arrêter d'acheter des sociétés dans notre métier, mais acheter potentiellement des structures qui sont des métiers corollaires aux nôtres ou à côté des nôtres, mais qui sont très synergiques en termes de clients. Pour vous dire comme quoi les prix, parfois, ça devient n'importe quoi. Il est hors de question que j'aille acheter 17 fois une société que je n'estime pas, c'est 17 années, quoi, enfin, un truc qui ne marche pas. Et donc, ça nous fait changer aussi un peu notre stratégie d'acquisition. Comment aller se positionner un petit peu à côté, mais très synergique en termes de clients, parce que l'alpha et l'oméga de tout ça, c'est quand même le client. Ouais, les banquiers d'affaires vous auront bien entendu. Si on part sur les bases, on parlait de pacte, de gouvernance, le ManPac aussi. Un pacte clair, si on peut le lister en quelques points vraiment précis pour qu'il soit clair, ce serait lesquels?
Caroline? Moi, notre préférence pour un pacte, c'est qu'il soit simple. Parce qu'un pacte trop compliqué, où il y a des ceintures, des bretelles dans tous les sens, parce qu'on a voulu viser le cas, l'exception, c'est illisible, et en sortie, on ne sait plus ce qu'on a voulu. Donc un pacte clair, il exprime la volonté des parties, et si chaque partie a pu s'exprimer assez librement dès le départ, le pacte en est le reflet. Et je peux témoigner que le pacte primonial, c'est un pacte qui est clair et assez simple. Oui, même si 80% s'en servira jamais. Comme je disais tout à l'heure, voilà, 80% s'en servira jamais, mais il faut, dans des moments où ça se passe bien, on est en beauty parade les uns les autres, il faut traiter des sujets un peu complexes. C'est pas dans le moment où on est un petit peu en tension qu'on va traiter ce sujet. Donc je crois que c'est sain. Parfois on s'énerve parce qu'on se dit tous autour de la table, que ce soit les fonds, que ce soit nous, que ce soit un industriel, franchement on perd du temps pour des trucs qui arriveront jamais. Oui, mais là on le fait dans une bonne ambiance et donc on ose aborder les sujets, alors que le jour où ça se tend, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc il faut passer par là, c'est comme ça. Oui, par exemple, le pacte, il va garantir des droits d'information à l'actionnaire financier. Bon, les droits d'information, je veux dire, il y a du reporting, il y a les comptes, etc. 99% des cas, ça pose pas de problème. En fait, s'il y a un moment, il y a un conflit qui se cristallise, qu'il y a de la rétention d'informations par le management, que là, le pacte permet de rétablir un certain équilibre. Le pacte, il va définir la gouvernance. Enfin, les statuts et le pacte, donc il va y avoir des organes de gouvernance qui vont définir qui a droit à quoi. Est-ce que le fonds a des droits de veto sur quoi il a un droit d'information préalable. C'est souvent l'occasion de discussion sur quelques décisions où le manager va dire ah ben non, ça moi c'est moi qui décide, le fonds va dire ah ben non, moi j'ai besoin de le valider. Mais il y a rarement de grandes difficultés là-dessus, et surtout une fois que c'est acté, et puis ça pose plus de problème. Le pacte, il va gérer les sujets de liquidité intermédiaire, c'est-à-dire s'il y a des départs de managers, etc. S'il y a une cession partielle, rachat des parts des managers, sortie proportionnelle, sortie conjointe, etc. Bon, voilà, il règle tous ces sujets-là. Et puis, un des gros points du pacte, c'est de gérer la sortie, qui est effectivement, comme le disait tout à l'heure Olivier, qui est le principal risque de désalignement entre le fonds et le management. Et c'est là aussi que le fait d'avoir dit avant, est-ce que le management se projette plutôt dans un schéma à tiroir où il envisage de faire plusieurs opérations de suite et où il envisage de se renforcer au capital au moment de la sortie, ou est-ce qu'il est là plutôt pour un tour et pour ensuite s'adosser à un acteur stratégique? C'est important de le savoir. C'est important aussi de savoir si le fonds est prêt à jouer le jeu, de dire à valo à peu près équivalente, à conditions à peu près équivalentes, je laisserai le management choisir son nouveau partenaire ou pas. Des sujets comme ça. Le management package, il va venir aussi augmenter la convergence d'intérêts à la sortie en ayant une incitation pour le management à sortir dans des conditions soit un peu plus vite, soit en termes de valo, même s'il est acheteur, etc. Il vient corriger le risque, il vient atténuer le risque de désalignement au moment de la sortie. Thomas, pareil sur votre segment? Ouais, je pense. D'abord, ça dépend si le fonds est minot ou majo. C'est quand même pas tout à fait la même discussion autour de la table. Ensuite, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, hein, et les mots pour le dire viennent aisément. Donc, je dirais qu'il y a l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est, comme ça vient d'être dit, pour moi, c'est quoi? C'est les conditions de sortie. Donc, globalement, nous, il faut que les gens soient alignés. Donc c'est très simple. Tout le monde sort dans les mêmes conditions. Ce sont effectivement éventuellement les départs de managers. Donc là, il y a des conseils aguerris sur le sujet. En réalité, il y a une situation de marché. Et donc, je pense que la plupart des management packages aujourd'hui se ressemblent. Ce sont des conditions de marché. Et puis, effectivement, c'est la vie pendant le deal. La vie pendant le deal, c'est très simple. Ce sont c'est du reporting, du droit à l'information. Enfin, tout ça me paraît évident. En réalité, quand les parties sont de bonne foi, je pense que le pacte pose pas de problème particulier. C'est évident. Et je rejoins ce qui a été dit. Plus un pacte est compliqué, plus
D'abord, plus ça dénote, je pense, des relations qui au départ peuvent être pas hyper fluides, pas hyper saines. Ça dénote forcément un manque de confiance, bon, etc. Ensuite, on se rend compte aussi que la plupart des discussions interminables dans le détail sur les clauses du pacte, etc., jouent très rarement en réalité, parce que je veux dire, quand ça se passe mal, il est rare, enfin ça arrive, mais il est rare que ce soit vraiment le pacte qui s'applique, parce que je veux dire, toutes les situations sont nouvelles, une situation elle est compliquée, elle est nouvelle, il y a des, je dirais pas des rapports de force, mais il y a des intérêts qui peuvent commencer à diverger, et donc en réalité c'est une négociation entre parties qui reprend. Et juste aussi, ce qu'on voit dans la sortie notamment, c'est dans le pacte où on peut marquer qu'on va sortir à partir de telle année et qu'on fera un processus ouvert, etc. On peut arriver à un moment donné de la vie de l'entreprise où effectivement on va avoir, comme en ce moment, énormément d'acheteurs stratégiques et financiers. Et on peut avoir un management qui se projette plus à nouveau dans un LBO que de se faire acheter par un industriel à un instant T. Ça peut cristalliser certains conflits. Mais ce qu'on peut voir en général, c'est que les gens arrivent à recaler comme il faut les expectations de valeur, comme on dit, pour que ça se passe pas. Mais on a vu des process récemment où il y avait des petites tensions qui étaient liées à ça. Moi, j'ai quand même vu plus souvent des sorties anticipées par rapport à l'horizon initial, par rapport au BP, à l'initiative du management. Ouais. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est un peu plus facile, parce que le fond, bon... Il a ses pudeurs, il dit « Ouh là là, c'est un peu rapide, ouh là là, j'attendais plus longtemps, j'attendais plus, etc. » Puis finalement, on arrive à trouver un terrain d'entente. Mais j'ai rarement vu le fond qui anticipait l'horizon de sortie. Alors après, ça arrive que le fond, il demande à ce qu'on respecte le timing initial, là où le management propose de décaler. Ça peut arriver. Mais anticiper, je l'ai quasiment toujours vu à l'initiative du management, en fait. Ou à l'initiative d'une récap, en fait, et faire rentrer des minoritaires sous forme de LPISO, qui est un peu ce qu'on peut voir en ce moment. Toi, Caroline, tu vois quoi ? Effectivement, on voit pas mal de dirigeants qui anticipent. Alors soit parce qu'ils ont un dialogue assez continu avec les fonds, et donc du coup, entre eux, ils échangent, et ils savent qu'il va falloir commencer à se préparer, parce que ça se prépare, une sortie. Après, ce qui est marrant, c'est que la semaine dernière, j'ai encore vu 2 dirigeants qu'on conseille, c'est 2 fondateurs d'une boîte, et puis ils me disent « Qu'est-ce qu'il y a dans le pacte ?» Je leur dis « Mais vous voulez quoi ?» Il y en a un qui me répond bah, « Moi, je veux un industriel », et l'autre qui me dit « Je veux un fonds. » Ah bon, bah alors, faut vous parler avant. Et puis après, on verra le pacte, et puis après, on verra votre actionnaire majoritaire. Donc effectivement, je pense que c'est la réalité du marché qui domine. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est qu'il y ait un dialogue entre le management, entre eux, les équipes du management, parce que le management, c'est pas qu'une personne. Souvent, on embarque 100, 200, 300 personnes. Donc il faut s'assurer que les gens suivent derrière le projet. Et ça, c'est quand même la première brique avant d'envisager quel sera le bon candidat, le bon process. Je dirais, de tout ce qui s'est dit là, transparence. On ne fait pas un contrat si c'est pas transparent, ça marche pas. Un jour ou l'autre, ça vous revient et ça nous met dans une position, et les uns et les autres, qui est pas bonne. Moi, une anecdote, je me souviens en 2017, on négocie mon autorisation pour les croissances externes en dessous desquelles j'ai pas besoin de demander l'avis du conseil. Donc, je sais plus combien on met. Moi, je dis n'importe quoi, 10 millions, 15 millions, j'en sais rien. Et puis le fonds me dit ah non, ça sera plutôt, je sais pas quoi, il me sortait un chiffre à 8 décimales. Et au bout d'un moment, je dis, OK, 1 euro. 1 euro. De toute façon, même si je pense que c'est bien, je ne ferai jamais une acquisition en vous forçant. Ça ne marche pas. Vous êtes les propriétaires de la boîte, vous êtes majoritaires, on est les managers, on a un rôle important, évidemment, mais jamais je ne voudrais vous forcer à faire un truc qu'on n'a pas envie de faire. Et cette petite anecdote nous a dégonflé pas mal de sujets derrière, parce qu'ils se sont dit, OK, le mec n'est pas tout à fait bourricot, et il a envie que ça se passe bien avec nous. Et donc j'ai dit 1 euro. Et donc à chaque fois, au bout d'un moment, il disait bon, les acquises à 1 million, t'es sympa, mais ça nous prend du temps, etc. Ouais, mais vous l'avez voulu, on le fait. Mais voilà, ça c'est transparence. On ne peut pas se permettre que dans une coalition comme ça de ne pas être transparence. Après, alors là, je peux vous donner une anecdote toute récente, c'est que nous, on va sortir du LBO en 2 temps pour entrer chez un industriel. Alors, si on regarde vraiment que financièrement la valeur, que ça. C'est 1/10 de l'histoire qui est notre histoire, mais aujourd'hui, on dit tout est cher.
Après, tout est cher, peut-être qu'un jour, tout sera un peu moins cher. Sinusoïde, bon. Et nous, on pense qu'on va créer de la valeur beaucoup plus dans ce contexte-là, en mettant beaucoup de synergies opérationnelles en place et en création de valeur intrinsèque de notre métier, qu'en misant sur un nouvel rehaussement du multiple d'acquisition. Donc c'est pour ça qu'on fait, si je parle vraiment que financièrement, c'est pour ça qu'on fait aussi cette opération. Et donc nous, on préfère dire, on rentre chez un industriel maintenant à un multiple qui est déjà un joli multiple parce que le contexte est là, mais surtout, on mise sur la création de valeur. Que le multiple soit le même dans 5 ans, ou dans 3 ans, ou dans 2 ans, on s'en moque un peu, parce que de toute façon, maintenant, c'est une longue histoire. Mais on a quand même un manpack qui est un manpack un peu modèle BO. Donc la création de valeur, il y a soit création de valeur, soit multiple. Et nous, on mise beaucoup sur la création de valeur. Donc je crois que c'est pour ça que chaque cas est différent. Et ne parier que sur la taille du multiple ou le volume multiple, c'est très 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 court-termiste, quoi. Ça, le terme manpack a été évoqué, le Conseil d'État et autres. Réel impact ou Il y a effectivement eu un peu On d'émoi. veut une vue claire et précise. Non, mais c'est vrai que tout le on monde vient de sortir de la boule de cristal? On s'est tous dit que le Conseil d'État allait un peu contre-courant, parce que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que le modèle LBO, c'est un modèle qui fonctionne très bien, qui est performant, et les décisions du Conseil d'État peuvent paraître un peu à contresens de ce modèle, puisqu'en gros, ça remet en cause le principe d'un investissement du management aux côtés de l'actionnaire majoritaire. Donc c'est effectivement très dommage. Et aujourd'hui, toujours dans l'optique de garder des accords simples, on réfléchit pour à la fois prendre en compte les marqueurs qui sont indiqués comme étant négatifs par le Conseil d'État, mais en même temps garder quelque chose qui puisse encore s'expliquer aux équipes de management, qui puisse aller au fond, aller au top management quand il regarde son middle management. Donc c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident de garder du coup une structure, des pactes simples sur ce sujet-là, compréhensibles par les équipes et qui jouent toujours leur effet de retention, leur effet une sorte d'égalité aussi entre le management, parce que se dire qu'on reste pour continuer à faire un effort, alors que les autres peuvent sortir, rendre leur participation liquide, c'est pas évident. Donc voilà, là, on a pas mal d'échanges, mais pour le coup, c'est assez constructif. Sur tous les dossiers qu'on a en cours, tout le monde est assez raisonnable et ça permet d'arriver à des solutions qui sont acceptables des deux côtés et qui permettent de faire continuer à avancer la machine. Et c'est vrai qu'en plein moment de relance, il y a un truc qu'il faudra nous expliquer, quoi. Relance, pacte, etc. Et en fait, on fait tout pour empêcher finalement ce partage de la valeur, parce que quand on parle des options, on parle du partage de la valeur avec nos collaborateurs. Donc c'est un peu bizarre. Voilà. Ce qui est surtout bizarre sur le manpack, mais c'est que je suis pas sûr que le Conseil d'État est bien. Enfin, je veux pas. Il y a une option sur le marché boursier. Vous achetez une option, vous avez investi, vous avez payé le prix de l'option. C'est de la plus-value, il n'y a pas de doute. Et c'est comme si sur le non-coté, c'était pas valable. C'est bizarre. Je suis pas sûr que le Conseil d'État ait bien, je dirais, compris. Ce serait un peu présomptueux de ma part, mais je trouve paradoxal que tout le monde trouve normal de payer un call en bourse demain sur je ne sais quelle entreprise et de payer un impôt sur la plus-value à la revente. Et parce que ce serait du non-coté, ce serait plus valable. Il y a une différence de traitement qui me semble assez aberrante. Je suis d'ailleurs assez surpris que personne ait soulevé ce point encore. C'est un petit lobbying de l'URSSAF. Mais ce qui est dommage, c'est que les options qu'on utilise, ces options qui rapatrient de la création de valeur des fonds vers les équipes de management. Encore une fois, le management, comme dit Caro, c'est pas une personne. Le management, nous, on a, je sais plus combien, 250 maintenant actionnaires dans la boîte. Donc, ça rapatrie de la création de valeur des fonds, parfois, souvent avec un schéma fiscal optimisé, et tant mieux pour eux, vers quelque chose qui s'appelle la flat tax, qui fait quand même juste payer 30% d'impôts. Donc, c'est là où on comprend pas. C'est-à-dire que c'est toujours plus, en fait. Mais bon, on n'a pas le choix, donc on adapte notre documentation avec ça. Et dans un marché d'ailleurs qui est de plus en plus concurrent, on a beaucoup de clients qui nous disent mais on a besoin, c'est urgent, il nous faut une solution, il nous faut des instruments pour motiver nos équipes parce que la rémunération ne sert plus dans un marché compétitif.
sur certains secteurs, tout ce qui est la tech, le digital. Et là, nous, on ne peut pas arriver avec des mécanismes qui permettent d'avoir cet effet retention compétitif, et c'est ça qui est dommage. Olivier? Dans la pratique, depuis les annonces du Conseil d'État, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les LBO qui ont déjà été faits avec la documentation en place et sur laquelle, effectivement, les gens ne vont surtout rien changer pour ne pas mettre des projecteurs sur des changements récents. Et il y a toute la problématique des LBO qui se font en ce moment, sur lesquels les gens vont aller adapter les clauses de leaver, adapter les clauses de rachat et autres. Et effectivement, pour essayer d'aller dans l'épure de ce qui pourrait être plus acceptable lorsque les choses seront clarifiées. Mais vu les échéances électorales, je ne pense pas que les gens prendront, entre guillemets, l'audace de clarifier quoi que ce soit avant. Et donc ce sera plutôt clarifié en deuxième partie de 2022, malheureusement. Jean-Bernard? Pardon. J'allais dire, de toute façon, alors moi il se trouve que ça fait 20 ans que je fais des management packages, donc on voit bien, il y a une évolution régulière. Ce qui se faisait il y a 20 ans, d'abord il y a eu une professionnalisation des choses. Il y a 20 ans, on voyait des trucs complètement aberrants, je veux dire, qui étaient ni fait ni à faire. Bon, c'était un peu la préhistoire du sujet, mais donc, et on a vu quand même tout se professionnaliser et revenir dans des clous, je trouve, normaux. Bon, ensuite, ça c'est le cadre général. Et ensuite, à l'intérieur de ce cadre général, on a vu quand même une évolution des techniques utilisées au gré donc des évolutions fiscales, et qui, je pense, là aussi, je veux dire, on a toujours les gens qui réfléchissent à ces sujets ont toujours trouvé, je dirais, des systèmes de plus en plus professionnels et de plus en plus permettant d'assurer la plus-value, ne serait-ce que payer son management package. Comme je le disais, pour des calls que vous achetez en bourse, à partir du moment où vous payez, c'est pas du salaire, c'est de la plus-value. Ça semble évident. Enfin, autrefois, les gens le payaient même pas, donc évidemment, c'est sûr. Et par ailleurs, l'évolution fiscale, bon, elle est par nature, ça change la fiscalité. Donc, faut pas non plus faire des choses. C'est très court-termiste, quoi. Je veux dire, faire des choses en fonction de la fiscalité de manière très court-termiste, vous êtes, il y a un risque de se faire que ça change dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Donc, faut je pense, sous le contrôle des conseils, il faut raisonner quand même avec du bon sens. Caroline? Je dirais que nous, l'exercice, là où il est difficile, c'est quand on va présenter à toute l'équipe de management le moment pour investir. On leur présente l'opération et où maintenant on a 3 pages de disclaimer fiscal. Commercialement, on a une relation commerciale avec nos clients. Alors, nous, les juristes, en général, on prend le risque. C'est pas des risques qu'on a l'habitude de discloser à nos clients. On assume. Mais c'est vrai que le fiscal, c'est impossible d'assumer aujourd'hui. Et donc, effectivement, je suis alignée. Je pense qu'il ne faut pas changer les pratiques. Il faut rester sur les principes qu'on avait avant. La gouvernance nous aide. Et après, il faut simplement adapter pour éviter de se mettre dans les marqueurs qui ont été critiqués par la jurisprudence du Conseil d'État. Mais effectivement, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que les affaires qui ont été regardées par le Conseil d'État, c'est des dossiers où je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'en voit. Même dans des LBO tertiaires d'un primaire, on n'en voit plus. Donc ça fait bien 10 ans, je pense que ces schémas n'existent plus. Mais d'un schéma qui était très critiquable, ils en ont fait une généralité. Et ça, c'est vraiment très dommage. Mais bon, après, à nous de faire en sorte de trouver des mécanismes où on retrouve l'équilibre du management package d'avant, avec, encore une fois, la fee retention qui est quand même assez important. Il ne faut pas le nier. Tout en évitant de mettre 3 pages de disclaimer à nos équipes quand on les fait investir. Mais c'est pas évident. Le problème, c'est que l'aspect retention, il disparaît au fur et à mesure du temps, puisque l'objet, c'est de ne pas faire coïncider le mandat ou le contrat de travail avec l'actionnariat. Mécaniquement, ça veut dire que c'est une disparition progressive des promesses, alors que notre objet, c'est de partager la valeur, mais c'est partager la valeur avec des gens qui sont fidèles. Et aujourd'hui, managérialement, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que vous faites une opération, le lendemain, les gens se barrent, mais ils restent avec vous pendant. Donc c'est complexe et donc ça va dans le bon sens.
Et ça veut Deux peut-être minutes, dire... après on passera sur le SG. Je Oui, ne bah, voudrais pas qu'on ferme avant. Justement, j'allais l'introduire, mais ce que j'allais dire, c'est que peut-être que le management package aujourd'hui ne suffit plus et qu'il faut essayer de réfléchir à d'autres outils de retention. Et peut-être, alors ça remplace pas à 100%, mais effectivement, une politique impact peut aussi retenir les équipes. Et donc, il faut un peu varier les outils pour attirer les talents. Ah, parce que d'un côté, on a les LPs qui vous demandent de plus en plus donc les institutionnels qui demandent au fond d'être de plus en plus impact, développement durable, etc. Comment ça se passe après entre le fond et le dirigeant par rapport à ça? Comment vous mettez en place? Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à faire? Thomas, Jean-Bernard. Jean-Bernard, vas-y. On a un début d'expérience avec le fonds Tomorrow qui utilise justement toutes les contraintes et les objectifs de la transition environnementale comme un levier de création de valeur. Et on a pu constater sur les premiers contacts, le fonds il est en cours de levée. Il va pouvoir faire ses premiers deals là, très bientôt. Il a commencé à regarder quelques deals et on a vu que le management était souvent extrêmement réceptif à cette approche et était demandeur d'un accompagnement parce que beaucoup de dirigeants sont très conscients des enjeux, des nécessités de faire évoluer. Alors ça peut être leur business model, leur sourcing, la conception, l'éco-conception, leurs produits, leur mode de distribution, etc. Enfin de revoir un peu toute la chaîne de valeur. Et ils sont souvent un peu paumés. Ils savent pas très bien comment s'y prendre et c'est pas toujours des conseils spécialisés qui vont être les plus pertinents pour adresser des problématiques opérationnelles. Et quand on est en mesure de les accompagner là-dedans avec un vrai accompagnement opérationnel, ils sont très demandeurs, très preneurs. Non, alors je suis tout à fait d'accord. Nous, on aide les managers à définir des KPI. Et dans un sens qui est d'ailleurs qui ne nuit pas au business, hein, quand vous mettez en place des pratiques anticorruption, par exemple pour les vendeurs, donc ça veut dire s'assurer qu'il y a bien un boucle de procédure qui fasse qui lutte contre la corruption côté vente et contre la corruption côté achat vis-à-vis des fournisseurs. Le manager il est ravi, il n'y a pas forcément pensé et il dit ah ouais, si c'est ça le SG, effectivement c'est pas mal quoi. Et en fait, ça peut être parfaitement pro-business, le SG. C'est juste d'avoir un business qui est sain, quoi. Voilà. Donc oui, on les aide, et eux sont demandeurs, pas parce qu'ils regardent la télé et qu'ils en entendent parler sur France Info, hein, pas du tout. C'est parce que de plus en plus, leurs propres clients, leurs propres fournisseurs leur demandent. Et moi, j'ai l'exemple d'une société qui rigolait quand on leur parlait de SG, qui savait à peine ce que c'était, jusqu'au jour où leurs principaux clients leur ont demandé ce qu'ils faisaient pour l'ESG. Et là, tout d'un coup, ça a pu rigoler, quoi. Et c'est eux qui nous ont appelés en disant attendez, vous nous en parlez depuis quelques mois. En fait, effectivement, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Donc, nous, on est très impliqués là-dedans parce qu'on fait un métier où on a besoin d'être impliqué. On gère 60 milliards d'actifs, il y en a 30 milliards détenus par des institutionnels. Aujourd'hui, vous ne parlez plus à un institutionnel sans qu'il vous parle de SG ou d'ISR. Donc, ce qu'on vit, nous, les fonds sont en train de le vivre avec leur LPs, et donc c'est pas plus mal, parce qu'au moins on avance ensemble. Même si on a une petite avance, parce qu'encore une fois, tous les jours, on est challengé là-dessus. Donc, on a nos propres produits qui doivent respecter des normes. Et donc voilà, donc ça remonte automatiquement. Après, dans une holding, le G est hyper important, évidemment. Mais c'est toujours pareil, c'est qu'une loi, ça nous sert aussi, ou une réglementation, ça nous sert aussi à faire une voiture balai du bon sens quand même. Parce que d'imaginer que d'avoir 100% d'hommes à un conseil ou dans des organes de direction, c'est une bonne chose. Je pense qu'on n'a pas besoin de SG pour imaginer que c'est pas une bonne chose, parce qu'on est complémentaires et que voilà. Donc nous, ça fait des années, et encore une fois, c'est pas un ratio que je suis tous les matins en me levant, mais ça fait des années qu'on a une sorte de parité qui se fabrique au fur et à mesure du temps. Mais ça permet de le formaliser et de faire une voiture balai sur pas de time-out. Voilà, donc c'est très important, et nous, nos clients institutionnels, de toute façon, ne parlent plus que de ça aujourd'hui, même parfois un peu au détriment de pas mal de choses, mais donc on n'a pas le choix, et donc on doit avoir une sorte de reporting avec nos actionnaires, encore une fois, en toute transparence. On n'est jamais bon partout, mais il faut le reconnaître. On commence déjà à dépasser le temps, mais c'est pas grave.
En 2 secondes, on commence à le voir dans les dans les manpacks, ou parce qu'on le voit dans la dette avec des alignements derrière. Dans les manpacks, on le voit, ça c'est pris en compte. Dans les manpacks, oui, et notamment avec tous les fonds qui sont eux-mêmes des fonds à impact, et c'est plutôt sur des outils gratuits. Sur des outils payants, on n'en a pas encore vu, mais bon, peut-être qu'il faut qu'on va peut-être changer nos Non, par pratiques. contre, au comité des rémunérations, par exemple, moi j'ai des objectifs, notamment de gouvernance, de parité, etc. Et les patrons de mes filiales opérationnelles, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'asset management financier, eux ont aussi une cote-part sur ça. Mais sur le niveau du groupe, c'est très principalement sur les aspects de gouvernance. Rémunération variable, pas pour l'instant manpack. Parce que déjà que c'est compliqué à calculer un manpack à la sortie. Si en plus il y a des choses pas vérifiables. Alors là, Olivier, Non, je disais simplement ce qu'on voit, c'est effectivement, il y a des fonds maintenant qui sont spécialisés, qui n'investissent que dans cette gamme de sociétés dont les critères de Carré notamment sont liés à ce genre de critères. Donc ça, on en voit aujourd'hui. Des sociétés qui nous disent, nous, on ne peut pas investir dans telle société parce que ça ne rentre plus dans nos cases. Et on veut que ces cases-là, etc., etc. Donc ça, on voit. Et après, ce qu'on voit aussi, c'est tous les labellisations, notamment tout ce qui est Bicorp et compagnie, plutôt des fonds anglo-saxons qui essaient vraiment de rentrer dans un cadre mondial de reconnaissance et qui essaient de l'imposer, d'inciter, entre guillemets, leur participation à le faire également. Ok. Alors, il ne vous aura pas échappé que c'est l'heure du déjeuner, donc les gens commencent à s'y presser, mais si vous n'avez pas encore suffisamment faim et que vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas, on prendra le temps. Vous avez vraiment tous faim? Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.